Bienvenue pour ce nouveau moment d'échange, pour cet atelier participatif. Nous sommes au studio 3 des rencontres PEP 2021, 2 jours de webconférence sous forme de table ronde 100% en ligne. Alors on a fait une première table ronde ce matin dans ce studio 3 sur la participation des enfants et des jeunes à la citoyenneté. Place désormais à un atelier participatif qui va revenir sur la mise en œuvre de la participation dans les fabriques des rencontres, animée par Kaléidoscope, avec 2 modérateurs, Carole et Sébastien, et également donc, un trio d'animateurs de Kaléidoscope, Sylvain, Yann et Sarah. Juste un petit rappel avant de commencer cet atelier. En 2019, en janvier, Kaléidoscope a accompagné les PEP pour les journées métiers à Pau. Alors Kaléidoscope, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une scope spécialiste de la facilitation de la participation. Toutes les fabriques ont été accompagnées par Kaléidoscope à travers des formations en amont depuis plusieurs mois et des entretiens individuels avec les porteurs de projets PEP. Donc, pour présenter un petit peu cet atelier, j'aurai cette petite phrase qui dit « La participation ne se décrète pas, elle se construit et s'évalue ». Voilà un petit peu l'objet de cet atelier. Alors, une petite précision avant de donner la parole donc, aux animateurs, une petite précision technique avec Carole. Si tu peux juste nous expliquer comment ça se passe, est-ce qu'il y a un lien donc, pour suivre tout ça? Oui, bien sûr. Notre atelier qui a été conçu par l'équipe de Kaléidoscope est un atelier participatif et il y aura certainement des groupes de travail. Notre trio va nous expliquer tout ça et au moment des groupes de travail, vous aurez à changer de salle Zoom. Donc vous trouverez dans le chat le lien pour vous connecter dans les salles dans lesquelles vous serez amenés à travailler en petits groupes. Voilà. Sylvain, Sarah, Yann, vous nous entendez? Oui, oui, on vous entend très bien et on espère que tout le monde nous entend aussi. Merci pour cette petite introduction, en effet. Alors c'est un peu troublant puisqu'on ne sait pas combien de personnes on a en face de nous. On se voit nous-mêmes là. Donc en effet, comme le disait Carole, l'idéal pour que l'atelier soit le plus participatif possible, ce serait que vous veniez vous connecter sur un lien. Alors je pense que ce lien va vous être mis dans le chat assez vite. Moi, je serais assez pour que vous puissiez vous y connecter tout de suite, de façon à ce qu'on se retrouve tous au même endroit. Donc, est-ce que quelqu'un, je crois Karim ou Carole, peut tout de suite mettre le lien peut-être dans le chat ou est-ce que nous, on s'en occupe? On peut aussi aller le Oui, oui, on chercher. va le mettre dans le chat pour que nos 11 participants puissent D'accord. Suivre. effectivement se connecter sur le groupe. Voilà. Voilà, parce qu'en effet, dans tous les cas, on avait prévu de faire des salles et des groupes de travail. On va voir s'il y a 11 personnes on le fait, mais dans tous les cas, on aimerait pouvoir voir les gens pour qu'il y ait du débat, pour qu'il y ait de la discussion et qu'on soit quand même dans un rapport plus humain que ça. Donc, moi, je vais continuer un peu l'introduction et dès que possible, dès que le lien arrive dans le chat, et ben, on vous incitera à vous déconnecter de ce lien-là pour revenir nous voir dans le lien qui est là-bas. Voilà, donc on a 1 heure et quart devant nous. Encore une fois, on ne sait pas qui on a en face de nous, donc on ne sait pas si c'est des gens qui nous connaissent et que l'on connaît. Mais on va faire comme si on ne se connaissait pas pour le moment. Et du coup, vous rappeler un peu comment en effet tout ça s'est monté, même si ça a été rappelé en introduction par Guillaume et Carole. Euh, En effet, nous, on a accompagné le réseau des PEP sur cette fabrique, donc tout ce qui s'est passé en amont de ces rencontres nationales qui démarrent aujourd'hui, avec en effet dans l'idée que la participation qui ne se décrète pas mais qui se construit, elle puisse se vivre et s'expérimenter sur l'ensemble du territoire PEP, avec des initiatives locales et que chacun puisse aller mettre à l'épreuve du terrain vraiment sa conception de la participation. Donc c'était l'objet des fabriques qui étaient balisées sur un temps de 15 jours, qui était donc dans la quinzaine précédant les rencontres. Et en effet, notre travail, Kaléidoscope, a été d'accompagner toute cette fabrique de fabriques
à la fois par des moments collectifs, donc de formation-action. On a eu 3 modules de formation-action qui ont démarré dès octobre, et avec une forme d'accompagnement aussi plus individuelle, où il s'agissait pour nous de faire des entretiens avec les porteurs d'initiatives de la fabrique dans le réseau PEP, dans la grande diversité du réseau PEP. L'idée de notre accompagnement de Kaléidoscope, je pense que c'était vraiment de venir apporter ce regard extérieur un peu plus, on va dire, analytique sur la manière de mettre en œuvre la participation, et avec peut-être un regard qui venait obliger ou contraindre un peu à imaginer la participation dans sa forme la plus aboutie, avec cette idée soit de venir amplifier des actions existantes quand vous aviez déjà des projets dans les tuyaux, soit éventuellement d'inventer quelque chose de nouveau. Et puis après, on sait très bien qu'il a fallu faire aussi avec les contraintes sanitaires et que vous n'avez pas pu faire tout ce que vous aviez imaginé. Et du coup, voir aussi quelles étaient les modalités d'adaptation pour quand même générer la participation malgré le distanciel et le Zoom, etc. Donc on a aussi travaillé sur ces choses-là. L'idée pour nous était à la fois d'apporter ce regard, comme je le disais, et aussi d'outiller, d'apporter de la méthodologie, alors qu'on a pu tester, expérimenter pendant nos moments de formation-action. Et notamment, pour nous, c'était aussi un petit challenge de mettre en place des méthodologies qui permettaient la participation malgré le numérique. Donc des outils, des méthodes qui permettent de libérer la parole, de créer le débat, de faire en sorte que la participation soit dans le sens d'une intelligence collective, avec l'idée d'une facilitation de cette intelligence collective. Donc du coup de l'outillage, et avec l'idée que tout ce qu'on a pu vivre ensemble et vous faire vivre pendant les formations-actions, vous puissiez aussi le transposer sur vos initiatives, sur vos projets, avec les publics concernés, qui étaient très divers, très variés. Donc voilà en gros la forme d'accompagnement qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Et en effet, l'intention pour nous de cet atelier d'une petite heure maintenant, d'aujourd'hui, c'est de revenir sur la fabrique, de voir ce que la fabrique a pu produire en termes de participation, comment c'est venu s'installer sur vos territoires, dans vos pratiques, dans vos réseaux, avec vos équipes, et qu'est-ce que ça a pu produire aussi en termes d'effets, et qu'est-ce que c'est venu bousculer, on va dire, on va employer ce terme-là, soit dans vos pratiques organisationnelles au sein de vos associations, ou alors au sein de vos partenariats, ou même sur vos territoires. En quoi faire de la participation, aller un petit cran plus loin en termes de participation, vient bousculer nos pratiques professionnelles, nos métiers, nos manières de faire équipe, nos manières de fonctionner avec des partenaires, y compris institutionnels. Donc c'est un peu les questions qu'on aimerait se poser là, pendant une heure, au regard de ce qui s'est passé, au regard de ce que vous avez vécu. Et si parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas fabriqué, qui n'ont pas fait vivre des expériences pendant cette fabrique-là, on se propose quand même de venir interroger de manière générale vos pratiques participatives, vos démarches participatives, même si elles n'étaient pas dans le cadre de la fabrique. Donc voilà, se poser ces questions-là, avec trois, on va dire, axes qu'on va travailler, vous verrez après, je l'espère, en petits groupes, qui est autour de l'impact de la participation sur les modes de gouvernance des structures, les prises de décision, la délibération, l'impact de la participation sur les métiers, sur les manières de faire en équipe, sur les positionnements métiers, sur les pratiques professionnelles, et l'impact de la participation sur la relation à l'écosystème, le réseau, le partenariat, voilà, et dans un mode, où sont les complémentarités et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'expérimental. Donc voilà comment on aimerait travailler. On va d'abord démarrer en se rappelant les quelques critères qu'on avait construits ensemble sur la participation lors d'une formation-action. Ensuite, on aimerait bien quand même prendre, et c'est là où ce serait pas mal qu'on puisse voir les gens qui sont en face de nous, demander pour ceux qui sont en face de nous et qui ont fabriqué, qu'est-ce qui vous en reste, quels sont les échos que vous avez envie de nous ramener de la fabrique de manière un peu généraliste. Donc on aimerait démarrer par ça. Et puis ensuite, on ira, comme je le disais, sur ces
impact de la participation selon ces 3 axes. Et on fera soit en 3 groupes de travail, si jamais vous êtes assez nombreux, soit on le fera tous ensemble. Pour finir, sur un dernier temps, où il s'agira de se poser la question de comment tout ça fait ou ne fait pas culture de la participation au sein d'un réseau national comme le réseau des PEP, puisqu'il y avait aussi cette intention-là de démarrer quelque chose qui puisse faire culture commune au sein d'un réseau national comme le réseau des PEP. Donc on aimerait aussi revenir là-dessus en fin d'atelier. Je ne sais pas, chers collègues, si vous avez des choses à ajouter. Peut-être, voilà, moi c'est Sylvain, et puis donc Yann et Sarah. Je ne sais pas si vous avez 2 mots à dire rapidement, ou si on y va comme ça, les collègues. Moi, je peux tout simplement rajouter à ce que tu as dit, Sylvain, qui était déjà très complet, avec cette difficulté de ne pas savoir à qui on parle, mais qui est tout à fait intéressante aussi. Qu'est-ce qu'étaient les intentions de cette fabrique et comment on en a pu, nous, y trouver des formes tout à fait passionnantes de ce que ça traduisait de la culture de l'apprenance dans le réseau des PEP, de cette capacité qu'a le réseau à aller s'adapter à des situations. La crise sanitaire en était une, mais avec ces différents objectifs de la fabrique ou intentions de la fabrique qui étaient à la fois de relocaliser là où il se passait des choses sur les territoires, refabriquer des partenariats, s'interroger sur comment les liens étaient tissés là où les agences départementales notamment pouvaient agir, mais aussi venir connecter le réseau avec les différentes initiatives qui, entre l'Ariège, peu importe la Côte d'Or et tous les endroits où les PEP sévissent, viennent se mettre en regard l'un l'autre. Donc faire réseau était important. Je rajoute aussi l'intention d'aller pouvoir prendre des choses qui déjà existent et les amplifier, leur donner une capacité à venir porter un propos, déjà le structurer, pour pouvoir valoriser ce qui existe, amplifier, voire créer de nouvelles énergies et dynamiques, qui était aussi une belle intention de cette fabrique. Et quand on a pu la voir se réaliser au quotidien, c'était à chaque fois passionnant. Merci Yann pour ce petit ajout. Sarah, est-ce que ça va ou quelque chose à ajouter? Non? Alors moi, est-ce que je peux me permettre d'ajouter quelque chose, Sylvain? Okay, Donc, juste, vous avez beaucoup interrogé sur qui était connecté aujourd'hui. Nous avons des acteurs PEP et nous avons aussi des partenaires historiques des PEP. Voilà. Et maintenant, si vous avez fini votre introduction, il fallait que vous arrêtiez de parler pour que les personnes puissent changer de salle. Donc on peut donner le top pour le changement de salle, je crois. Ben, très bien, on attend que vous nous rejoigniez donc dans notre salle. Et on continue ensuite. Donc si quelqu'un veut bien mettre le lien dans le chat. Il y est déjà. Il y est déjà. Ok, on vous attend. Il n'y a personne qui participe aux fabriques. Ah oui. Ça, c'est le gars.
Je crois qu'il a des difficultés pour voir le lien dans la partie discussion qui est en bas de l'écran. Alors, vu les difficultés pour voir le lien, il a été ajouté dans les questions-réponses pour que vous puissiez tous y avoir accès. J'espère que ça va fonctionner. Bonjour, super, on est rassurés, on voit des gens arriver. Bonjour. Bonjour. On ne sait pas où en sont les Alors, connexions d'une salle à l'autre encore. Il y a, il y a encore quelques personnes qui ne sont pas connectées, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la partie questions-réponses. c'est ça. Merci, merci. Ben, j'y suis même 2 fois. Alors, ça va. Et peut-être, Sylvain, je proposais qu'on continue et que les personnes nous rejoignent au fur et à mesure. Ouais, parce qu'au moins, j'ai l'impression que ceux et celles qui essayent de se connecter restent quand même en lien sur l'autre lien, donc peut-être qu'ils vont pouvoir entendre. Alors, la petite difficulté, ce qu'on ne sait pas là, c'est combien d'entre vous qui venez de nous rejoindre sur ce nouveau lien, avec quelques têtes connues, voilà, ont réellement fabriqué, ont expérimenté une initiative sur la fabrique. Parce que pour ce qui est de maintenant, on va avoir besoin de recueillir un peu vos premières impressions par rapport à la fabrique. Mais peut-être avant de rentrer là-dedans, je vais partager mon écran pour que l'on se rappelle quels sont les critères que l'on avait co-construits ensemble en formation collective
les critères d'une participation effective, ce qui permettrait aussi pour ceux qui nous rejoignent et qui viennent nous écouter de voir sur quelle base on a travaillé. Donc je vais partager mon écran tout de suite pour vous les montrer. Donc dans toute notre logique de formation-action, on est bien entendu parti d'un certain nombre de concepts sur la participation, puis qu'on essayait de rendre opérationnel. Mais ce qui nous importait, et là on rejoint cette idée de culture de la participation au sein du réseau des PEP, c'était ensemble de s'entendre sur des critères qui nous permettraient de mettre en œuvre de manière concrète la participation, quels que soient les publics, dans nos différents réseaux et dans vos différentes initiatives. Donc ces critères-là que vous voyez à l'écran sont vraiment les critères qui ont été co-construits par les groupes qu'on a eu en formation action sur ces 3 modules et qui ont été travaillés, retravaillés et qui nous ont servi aussi dans le dernier module qu'on a eu pour faire une forme d'autodiagnostic, de se poser les questions entre l'intention de participation et clairement ce que je suis en train de mettre en œuvre, ce que je vais mettre en œuvre dans la fabrique. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis phasé? Voilà. Donc les 10 critères, c'était cette idée du diagnostic, c'est-à-dire est-ce que les personnes concernées, les publics, sont réellement impliqués dans ce moment diagnostic, le moment où on lit l'environnement, où on essaye de repérer les besoins, on identifie les besoins auxquels répondre et auxquels notre initiative doit répondre. Est-ce que, toujours dans un critère de la participation, les moyens sont phasés avec les ambitions? Donc là, ça revient à ce que je disais juste avant. Est-ce que les méthodologies, les outils, les espaces, les lieux, les moments que je mets en face sont adaptés à mes ambitions de participation, à nos ambitions de participation dans nos initiatives? Le 3e critère, c'est sur l'information, ou plutôt les informations. En quoi les informations délivrées bien en amont et pendant les initiatives, pendant le projet, sont accessibles, sont claires, puisque l'information, c'est le premier niveau de participation, de rendre tout ça transparent, clair, accessible. Dans la phase de préparation, est-ce qu'on a réussi à mobiliser le plus largement possible l'ensemble des parties prenantes, des personnes concernées dans le dispositif? Qu'est-ce qu'on a donné, en quoi on a facilité la compréhension du sujet en amont, dans la phase de préparation, de façon à ce que les personnes et les publics soient impliqués, pas simplement le jour J. La question des outils, comme un autre critère aussi, quelle méthodologie, quel outil on a mobilisé pour répondre à nos intentions? Est-ce que tout ça a été cohérent par rapport à nos intentions de participation? Qu'est-ce qu'on a mis en place en termes d'anticipation aussi? Comment on accepte l'imprévu qui est inhérent à la participation? Comment on la gère? Comment on s'adapte? Quelle capacité, quelle flexibilité, quelle agilité on a pour anticiper des choses qui pourraient surgir, des choses qu'on n'attendait pas et qui sont pourtant là, puisque la participation, ça génère souvent du hasard, ça génère des choses qui nous dépassent et sur lesquelles il y a aussi parfois un peu de perte de contrôle. La question de l'écoute, très importante, écoute que nous on détermine plutôt comme une écoute active. Comment dans mon initiative, dans mon projet, dans mon atelier, dans mon débat, je fais en sorte que l'écoute soit réellement présente, soit active, soit réciproque, soit mutuelle. Quels sont les canaux d'expression que j'ai utilisés? Quelle présence, quelle posture, qu'est-ce qui a favorisé une écoute la plus pleine et entière possible? Le lien entre le je et le nous, la participation, il y a bien entendu un enjeu collectif, mais comment on a réussi à articuler la prise en compte des individualités au sein du collectif, la prise en compte des besoins individuels et comment on a réussi à bien équilibrer les intérêts individuels, les besoins individuels et les satisfaire tout en respectant la dimension collective et les besoins du groupe. Donc, quel juste équilibre on a trouvé entre le je et le nous. Le 9e critère, c'était la question de l'apprenance. C'est en quoi notre initiative participative vise un apprentissage, vise une évolution, vise un changement de pratique
et en quoi on est en capacité d'en tirer des enseignements. C'est-à-dire que ce n'est pas de la participation pour la participation, mais c'est de la participation pour faire évoluer, pour amorcer du changement derrière. Et la dernière, c'était la question du cycle aussi, en quoi mon initiative ou le projet ou l'action, elle s'équilibre dans le temps et comment on arrive à respecter toutes les étapes du projet, laisser le temps à chacun d'être présent et d'intervenir et de s'impliquer. Voilà en gros les 10 critères qu'on a travaillé ensemble en formation-action et qui nous ont resservi ensuite d'autodiagnostic. Je ne sais pas si Sarah et Yann, vous avez envie d'ajouter des choses sur ces critères et la manière dont on les a fabriqués. Non, mais je dirais que la démarche elle-même de ce qui justifie que nous soyons là aujourd'hui et ce qu'on vit dans ce forum social me paraît être tout à fait en phase avec la logique qu'induit ce cycle. Et j'insisterai sur le critère 9, mais on y reviendra dans le courant de cette discussion de maintenant sur l'apprenance. La capacité que peut avoir le réseau à être un réseau apprenant. Apprenant, on le définit d'une certaine manière pour pouvoir, au fur et à mesure que des initiatives se déploient, que des énergies se mettent en route, grandir de ce qui se passe de manière très concrète et factuelle à des niveaux qui sont à la fois les niveaux individuels de ceux qui se mettent dans l'action, des niveaux plus collectifs du réseau quand il vit et sa capacité de créer de la vision, et un niveau d'action sur la société pour devenir de plus en plus incontournable sur toutes les choses et valeurs que la Fédération, le réseau des PEP défend, à des niveaux qui sont à la fois individuels et tout à fait collectifs. Mais on y reviendra tout à l'heure du coup. Alors je vous propose d'arrêter mon partage d'écran. Il y a encore peu de gens qui nous ont rejoints sur ce Zoom-là, donc sont peut-être à l'écoute de l'autre côté. Donc c'est toujours encore une situation un peu étrange pour un atelier participatif, mais on va quand même continuer. Donc on part du principe qu'il y a peut-être des milliers de personnes qui sont connectées sur l'autre et qui sont en train d'écouter ce qu'on se dit. Ce qu'on voulait faire là dans la foulée de ça, c'est avant de passer réellement à une discussion, une réflexion sur des axes un peu plus précis, c'est pour ceux d'entre vous qui êtes là et qui ont vécu la fabrique, qui l'ont vu, qui l'ont expérimenté ou qui ont pu mettre en place des choses, voire peut-être en élargissant un peu, si vous n'avez pas participé à la fabrique, mais vous avez mené des démarches participatives sur vos territoires, peut-être entendre quelques premiers échos là. Comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il en reste, qu'est-ce que c'est venu faire surgir, sans rentrer encore dans un détail d'analyse trop approfondi. C'est quoi les premiers ressentis, les premiers échos de la fabrique pour ceux qui ont mené des choses et pour ceux qui peuvent prendre la parole puisqu'ils sont là. Je crois que la première prise de parole est toujours difficile. Je me lance alors, Sylvain, parce que j'étais peut-être le seul témoin du travail de la fabrique. Nous, on pourra aussi se faire le relais des entretiens individuels qu'on a eus. Mais Carole, je t'en prie, vas-y. Écoute, on a fait un travail vraiment de longue haleine, puisqu'en fait, on l'a commencé ensemble fin septembre, de mémoire. Et peut-être juste en témoignage, quand c'était une bonne idée de remonter cette grille que l'on avait effectivement étudiée en formation. En fait, le souvenir que j'ai en tête, c'est que subitement, chacun, en fonction de son public accompagné, en fonction de son métier, a interrogé la participation différemment. Et que du coup, on s'est retrouvés à se dire qu'on faisait tous de la participation, mais qu'on n'était pas du tout au même niveau de la participation. Et que pour certains, c'était juste finalement d'avoir proposé quelque chose et que la personne finalement accède à ça, et que d'autres étaient beaucoup plus loin en se disant finalement la participation, c'est que la personne se soit même approprié le projet et plusieurs initiatives dedans, et d'autres encore qui se sont révélés en se disant mais finalement est-ce que la participation c'est pas un critère d'évaluation de notre action. Enfin, c'était plutôt cette grille d'analyse de quotidien très différent, avec des analyses très différentes, mais finalement à partir de la même grille. Question de la grille et des critères sur lesquels tu viens de revenir un petit peu, Carole, c'est vrai, a été important pour nous aussi dans les entretiens qu'on a pu faire, parce qu'on se rend compte qu'il y a une thématique au sein du réseau des PEP
de ce qu'on a compris, est très présente et a été travaillée de longue date, c'est la question de l'inclusion. Et que la question de l'inclusion semble toujours aussi pas très loin de la question de la participation, mais on est quand même sur des registres différents. Et donc, du coup, ces critères-là nous ont aussi aidés, en tout cas dans les entretiens, à venir repérer à partir d'initiatives extrêmement variées qu'est-ce qui était de l'ordre de la participation, au-delà de la question uniquement de l'inclusion, qui a déjà été beaucoup traitée et qui est très familière, je pense, au réseau des PEP. Et en effet, comment ces critères de participation, on peut les retrouver dans des initiatives à la fois culturelles, éducatives, ou dans le milieu du handicap, ou dans des choses voilà, sur du médico-social comme sur du loisir, et par rapport à vos 3 secteurs très très différents au sein des PEP. Qu'est-ce que ça dit de différent en fonction des initiatives? Sylvain, je me permets peut-être d'ajouter, puis avant de donner la parole à Fernand tout de suite, mais que la question s'est aussi posée sur la logique de cycle. À quel moment du projet on enclenche des dynamiques participatives, on manipule des outils participatifs, on mobilise des situations qui sont participatives, que ce soit en amont, pendant, quand l'énergie est au plus fort, ou après, quand on souhaite en tirer des enseignements. La question du cycle qu'on retrouve. Monsieur Van Overgem, oui, donc juste, je me présente parce que, comme disait Sylvain, je ne sais pas qui est derrière. Donc, Fernand Van Overgem, vice-président à la Fédération générale des PEP. Moi, j'ai juste une question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que le réseau en a retiré, et quelle est la modélisation et quel niveau de modélisation peut-on mesurer, avoir en tête? Est-ce que l'on a un retour là-dessus? Est-ce que l'on sait si ça a accroché ou pas? Moi, j'ai vu certaines fabriques, bon, j'en étais convaincu de toute façon dès le départ, donc je suis un mauvais juge, mais j'ai trouvé remarquable ce que j'ai vu. Mais comme c'est ponctuel, j'aimerais savoir comment on peut étendre et comment. Je pense que c'est tout l'objet de l'atelier d'aujourd'hui. Sarah, tu voulais prendre la parole, je vois que tu as lu. Oui, je souriais parce que c'est l'objet de l'atelier et à la fois, nous, on a repéré déjà des choses qui se bougeaient dans le dernier temps qu'on a eu collectif. Il y a eu beaucoup de prises de parole sur le fait que ça a permis de faire connaissance entre les différents secteurs des PEP et d'aller regarder en fait avec le prisme du médico-social ce qui se passe dans une démarche participative, dans une structure qui fait plutôt de l'accueil de loisirs ou qui va être en lien avec des publics migrants. Donc il y a vraiment eu de l'apprentissage, je pense, entre les différents acteurs du réseau. Et c'est cette diversité-là qu'on a essayé aussi de mettre en travail tout du long, en allant aussi chercher ce qui peut frotter ou ce qui peut bloquer entre les différentes pratiques métiers dans ce réseau. Ça, c'était un des fils que je voulais tirer tout à l'heure. Et un autre sourire quand témoignait Fernand, c'est qu'il y a une question qui s'est posée tout du long, c'est comment on fait pour en rembarquer dans la participation, comment on fait pour embarquer les publics, comment on fait pour embarquer les personnes avec lesquelles on travaille, mais comment dans mon équipe j'arrive à embarquer aussi des professionnels qui sont pas encore soit au courant de ce type de démarche, soit ont eu des expériences qui ont été parfois négatives et qui peuvent freiner. Comment on embarque aussi les institutions, le territoire, les élus qui voient ces démarches-là avec d'autres échos sur la citoyenneté active, la démocratie participative. Et il y avait vraiment cette question d'embarquer qui continuait sur le réseau en disant et comment nous, au sein des PEP, on continue de travailler cette question-là et on continue d'embarquer ensemble. Donc je n'ai pas exactement la réponse. Je ne la veux pas. Moi, je vais bien compléter la question de Sarah, et d'autant plus qu'on a le plaisir d'avoir avec nous Émilie Lerouge, de notre partenaire Apogée, qui fait également partie de l'économie sociale et solidaire, mais qui est une centrale d'achat, donc il ne va pas avoir de personnes accompagnées. Et justement, on a voulu pousser dans le colloque la question un peu plus loin en intégrant la question de la participation dans les entreprises, c'est-à-dire comment on embarque aussi nos salariés. On a un programme employeur au PEP et on voulait ne pas oublier nos salariés. Et je trouve que
ce serait intéressant d'échanger justement avec Émilie sur cette question-là. Comment ça se passe chez Apogée et est-ce que ça vous donne des idées ou est-ce que dans ce qu'on dit, ça fait écho à des choses qui sont des réalités chez vous ou que vous voudriez mettre en place? Alors, bonjour à tous et puis merci pour votre accueil. Donc effectivement, Apogée, donc, qui est un réseau associatif de mutualisation. Donc tout comme vous, on est associatif à but non lucratif. Et effectivement, Apogée est en pleine réorganisation. Nous aussi, on est en train de mettre en place pas mal de projets de notre côté. Un projet qui me fait penser un peu à vos fabriques, c'est notre projet Racine, parce que c'est un projet où effectivement, en discutant avec nos différents adhérents, donc il y a les PEP, mais il y a tout plein d'autres adhérents comme des ESAD, des EHPAD, des MEX. Donc nous, on est aussi sur tout ce qui est social, médico-social et médical. Et donc, on essaye de récolter en fait justement toutes les bonnes idées et les bonnes pratiques de nos adhérents afin de pouvoir mutualiser et d'échanger justement sur ces bonnes idées, ces bonnes pratiques, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, beaucoup d'établissements mettent en place à l'intérieur de leurs établissements des pratiques qui leur sont propres, mais qui peuvent profiter à d'autres établissements, mais ils n'ont pas l'occasion de pouvoir échanger à ce sujet. Donc nous, on est en train de faire tout un atelier de travail avec notre chargé de projet Racine pour permettre justement à nos différents adhérents de pouvoir échanger sur différents sujets. Et l'inclusion, par exemple, en fait partie. Là, à l'heure actuelle, on est en train de travailler sur l'accueil des enfants en situation de handicap dans les crèches. Et on s'aperçoit, par exemple, que malheureusement, dans certaines crèches, il n'est pas possible à l'heure actuelle d'accueillir des enfants en situation de handicap. Donc on essaye de réfléchir pourquoi. Est-ce que c'est un problème de logistique, un problème de gestion humaine? Et donc on est en train de faire tout un travail dessus pour pouvoir justement réfléchir tous ensemble à des solutions. Là par exemple, j'ai une crèche qui, elle m'a exposé, m'a dit que tout simplement pour elle, il n'y avait pas besoin de matériel spécifique pour accueillir des enfants en situation de handicap. C'était juste voilà, pouvoir s'adapter aux besoins de ces enfants-là. Voilà. C'est un exemple qui me fait beaucoup penser à vos fabriques. Et aujourd'hui, je suis présente parce que justement, ce sujet m'intéresse énormément. Et comme dans mes adhérents, en plus, j'ai des PEP, je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir participer avec vous aujourd'hui et d'en apprendre un peu plus justement sur les projets des PEP. Je me permets de réagir à ce que je trouve très intéressant, ce que vous dites sur deux axes. Le premier, qui peut-être interpelle la manière de faire de la démocratie sur les territoires, donc du coup d'impliquer tous les partenariats et de construire à travers ça des relations qui deviennent des relations pour le coup participatives, dans le sens impliquantes dans les différentes formes, on en reparlera, de délibération, de complémentarité entre des acteurs qui peuvent être l'éducation nationale, par exemple avec les PEP en organisation ou les collectivités territoriales, les maisons de quartier, on a vu beaucoup de choses de cet ordre-là, mais aussi pour aller dans le sens de ce que disait Carole sur l'interne de l'organisation. On a vu des notions comme la transversalité, par exemple. Je pense à ce qui se passe dans des établissements médico-sociaux, les discussions avec Muriel Fourcault sur l'initiative coordinateur de parcours, qui viennent interpeller des gens qui ont des métiers et qui, de fait, développent des compétences participatives ou des outils participatifs qui deviennent des compétences transversales pour aller faciliter une décision, accompagner différemment des logiques de montée en compétences. Et du coup, cette démocratie interne de l'organisation s'est questionnée aussi à différents niveaux. C'était passionnant pour nous à regarder ça aussi. Tout à fait. Nous c'est vrai qu'on prône cette transversalité parce que de par donc mon métier chargé de suivi et de développement, on est amené à accompagner et à conseiller nos adhérents, mais surtout, donc tout à l'heure on parlait de centrale d'achat. Alors nous on n'est pas centrale d'achat, on a une partie centrale de référencement effectivement, mais on a toute une partie aussi de conseil, d'accompagnement et de suivi. C'est-à-dire qu'on propose à nos adhérents vraiment un accompagnement clé en main. On est là pour également les accompagner dans leurs projets associatifs. Donc c'est vrai que ça va plus loin que cette relation qu'on pourrait avoir avec
un simple fournisseur, j'ai envie de dire. Et la transversalité, elle est vraiment au sein de tous nos services. Par exemple, moi, si j'ai un adhérent qui vient me demander un conseil sur les vérifications réglementaires, parce qu'actuellement, c'est beaucoup dans l'air du temps, les vérifications réglementaires ou l'énergie. J'ai derrière moi tous les services qui sont les négociateurs, le service fournisseur, notre coordinateur. Et c'est vrai qu'on va vraiment travailler main dans la main. On va vraiment travailler tous ensemble pour pouvoir permettre à notre adhérent d'avoir le meilleur service possible. Il n'y a pas de barrière en fait. Et je pense que c'est important. Et pour moi, c'est vrai que dans une entreprise, si vous n'avez pas de transversalité, ou dans une association, pour moi, il y a un problème de communication. Et ça empêche de faire avancer justement le projet de l'association ou même le projet de l'entreprise. Et ce que vous avancez en plus est une logique de système, puisque ça vient nourrir aussi l'écosystème dans lequel évolue l'organisation, avec toutes ces formes partenariales et à tous les niveaux du système. Quand il y a une chose qui bouge, il y a une autre chose qui bouge. Je pense notamment à des endroits qu'on a pu traverser aussi dans cette fabrique où étaient impliqués dans les gouvernances associatives les personnes, les usagers. Et que ça, c'est des questions qui viennent aussi susciter des nouvelles formes de concevoir une assemblée générale, une capacité de prendre des décisions ensemble. Et c'est tout à fait passionnant. Je pense même que l'évolution des PEP pourra amener les animaux. Je dis ça parce qu'il y a de la médiation animale dans certains établissements sociaux entre Martha et ITEP, et je trouve que c'est tout à fait passionnant de voir que l'animal travailleur social est aussi un des acteurs dans cet écosystème participatif. Et il est même reconnu pour les enfants atteints d'autisme. Et oui. Peut-être, puisqu'on est sur la question plutôt de l'interne, là, c'est en effet un des 3 axes qu'on voulait travailler. Alors, là, je pense que force est de constater qu'on va fonctionner différemment que ce qu'on avait imaginé. Nous, on avait en effet 3 axes et on peut peut-être continuer à tirer le fil de ce premier axe qui, pour nous, était en quoi la participation, du coup, dans la fabrique ou ailleurs, puisque merci aussi de témoigner de votre expérience à Apogée, a un impact sur les modes de fonctionnement interne, sur les modes de gouvernance des structures, la prise de décision, les délibérations. Alors on aurait énormément aimé entendre quelques témoignages de fabricants du réseau PEP. Malheureusement, j'ai l'impression qu'ils sont de l'autre côté de l'écran. Enfin, en tout cas, on espère. Et nous, on peut aussi faire le relais un peu de ce qu'on a entendu. Mais ça serait peut-être la question sur laquelle on peut continuer, quoi. En quoi ça s'est venu bousculer des modes de faire? Alors Yann, tu évoquais des AG et des manières de faire une AG qui doit s'adapter aussi, par exemple, à des publics concernés. On continue à tirer ce fil un peu là de l'interne qu'on avait prévu, Yann? Oui, moi je peux témoigner d'une chose que j'ai trouvée tout à fait passionnante, mais il y en avait beaucoup dans les différents entretiens qu'on a pu avoir. Je pense au PEP 45 avec Julien Cancel et cette plateforme sur la domotique adaptée aux personnes en situation de handicap lourd. Et toute l'interpellation qu'il peut y avoir à travers cette plateforme à venir se connecter à des entreprises de type start-up pour aller non plus simplement aller faire du bricolage en atelier pour avoir un gros bouton facile d'accès quand on appuie pour monter ou descendre son lit, mais pour réussir à ce que tout ça soit complètement dans une société inclusive, déployé comme un objet économiquement stable et viable, et les enjeux sont fondamentaux et très nombreux. Et du coup, je trouve que la question à ce niveau-là est tout à fait passionnante, puisqu'elle interpelle pas seulement le besoin, mais dans cette dynamique de participation, elle interpelle la manière dont les PEP viennent questionner un environnement qui n'est pas toujours présent dans l'éducation populaire, par exemple. Et c'est des nouvelles bifurques que je trouve tout à fait intéressantes et inspirantes. Et après, la question qu'on peut se poser là-dessus, c'est est-ce que nos structures, vos structures, les associations en général, ou les acteurs de l'économie sociale et solidaire, sont prêtes aussi à faire évoluer leur mode de gouvernance et sont prêtes à laisser ces marges de manœuvre et du coup à modifier des manières de faire, des manières d'animer nos réunions, des manières de prendre des décisions ensemble pour être réellement dans la participation pleine et entière. Ça, je me pose la question. Je ne sais pas si au sein des réseaux PEP, par exemple,
vous pensez que les structures sont prêtes, que les équipes sont prêtes, que les CA sont prêts? Ça, je peux peut-être poser la question à Monsieur Van Overgen ou à Carole, peut-être qui était au cœur des choses. Est-ce qu'il y a eu des évolutions perçues, ou en tout cas des questionnements qui se seraient modifiés sur les modes de gouvernance ou ces capacités de prendre des décisions ensemble? Je vais bien sûr laisser la parole à M. Van Overgaat, notre vice-président, mais quand même juste avant une réaction par rapport au PEP 45. Tu évoquais, Yann, les PEP 45. Ce que je trouve très intéressant dans le cadre des PEP 45, c'est que lorsqu'ils nous ont présenté leur projet, lorsqu'on a monté la petite vidéo que vous voyez passer en interlude, on avait l'impression que c'était quelque chose qui avait été immédiat, c'est-à-dire que la domotique avait permis aux personnes en situation de polyhandicap subitement de devenir acteurs de leur vie. Et finalement, quand on interroge les soignants derrière, il y a 20 ans de travail. 20 ans de travail pour que la personne se rende compte elle-même qu'elle est en capacité d'appuyer sur un bouton, y compris avec sa tête quand elle n'a que ça. Et après, derrière, que les soignants et la famille se rendent compte que la personne peut le faire, que la personne peut l'utiliser avec différents objectifs. Un objectif clair, par exemple, d'allumer une lumière ou de l'éteindre, mais un objectif aussi de créer de la relation, de créer de l'interaction. Et ce deuxième niveau, qui est le niveau participatif qui nous intéresse, quand on interroge les soignants, c'est 10 ans de travail. Donc, quand on pose la question, est-ce qu'on est prêt? Moi, je dirais qu'on est sur un fil de temps, et je pense que je vais laisser M. Van Overgen poursuivre sur les CA, mais je pense que ce fil de temps, on va le retrouver pour une harmonisation progressive des CA dans le réseau, et peut-être ailleurs, peut-être chez Apogée aussi. Mais merci Carole pour le fil du temps, parce que je pensais prendre la même entrée. Au niveau des différents CA, nous n'avons pas de retour formalisé sur le niveau de participation qui existe dans les différents CA. Mais ce que je peux dire, c'est que selon les territoires, des réflexions existent depuis longtemps, pour me remettre dans le fil du temps, à savoir comment fait-on pour mettre des jeunes, comment fait-on pour leur donner la parole, comment fait-on pour donner la parole aux parents, comment fait-on pour faire venir des usagers. La réflexion existe, mais les expériences, à mon sens, sont pour l'instant peu nombreuses. Peut-être suite à ça, vous partagez un temps qu'on a eu durant les... Oui, Sarah. Certes. Décidément. Bon. Sarah, tu es figée. Ah, oui. Donc Ça y est. Je ne sais pas si je vous ai coupé ou si c'est moi. Non, vous ne m'avez pas coupé du tout. Vous commenciez une phrase et vous vous êtes refroidi. Ah, je me suis toute seule coupée alors. Tu voulais partager avec nous un temps. Et après, ça s'est arrêté. Bon, du coup, je pense que Sarah est un peu figée. Mais en tout cas, ça te fait un sourire qui est tout à fait passionnant. Je redonne la parole, mais peut-être aussi nommer peut-être quelque chose qui s'est passé dans les discussions qu'on a pu avoir avec les PEP 09. Moi, je resitue les différentes initiatives qui ont pu être relayées dans cette fabrique, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Mais je pense à ce comité de programmation avec les jeunes de l'INE et les éducs spécialisés, qui aujourd'hui est un comité de programmation complètement participatif avec les jeunes et leurs éducs, la programmatrice de mémoire, c'est Leslie Bafoy, je crois. Et ils sont en train de lancer quelque chose de tout à fait passionnant, qui n'est pas un CA, mais qui est dans une dynamique et une initiative, la possibilité de voir interagir à la fois les usagers d'autres sur la capacité à eux-mêmes entrer depuis le départ et jusqu'à l'arrivée dans le projet. Sarah, oui, je ne sais pas si je suis... Vous ça y est, je suis revenue. Je voulais aussi partager un temps d'échange qu'on avait eu durant les formations PEP avec différentes AD sur la question des conseils d'administration et des CVS. Et en disant que là, il y a plusieurs enjeux à travailler, le nommer, et on en est arrivé à la fin de notre discussion sur des tensions qu'il pouvait y avoir entre les enjeux sociétaux, vous voulez défendre les AD, vous voulez défendre l'association, les besoins, les projets de l'association, et les envies et besoins de la personne. Et aller chercher en fait l'intérêt commun, le fil rouge qui peut tisser ces trois dimensions-là,
pour permettre une participation des personnes dans le cadre de ces instances. Parce que plusieurs témoignaient que c'était pas facile de faire venir, c'était pas facile une fois que les personnes étaient présentes d'accrocher, parce que parfois les sujets étaient trop loin, même s'il y avait des efforts faits d'explicitation, et ben la personne n'était pas forcément venue pour ça. Donc peut-être se dire qu'il y a une partie en fait qui peut être participative et travailler en amont sur qu'est-ce qui peut dans les CVS, dans les CA, intéresser les personnes. Et on s'est plusieurs fois aussi interrogé sur le sortir du cadre ou pirater le cadre institutionnel qui nous donne des instances obligatoires participatives, mais qui ne sont pas forcément les endroits où il y a le plus de participation des personnes, qui peuvent être dans des temps d'écriture de projets, qui peuvent être dans des temps plus informels, et trouver des passerelles en disant comment dans ces temps précieux qu'on a déjà de liens avec les personnes où on est en coécriture, en collaboration, on arrive à faire remonter ça dans les instances qui sont obligatoires, qui permettent de la discussion, mais qui ne sont pas forcément toujours les plus investis. Donc on s'est saisi de ces sujets. Je ne crois pas qu'il y en a un qui a été directement travaillé dans la fabrique sur la question des conseils d'administration ou des CVS notamment, mais en tout cas, c'est venu animer nos discussions lors des temps de formation. Alors, il y en a un quand même, c'est le groupement pluriassociatif GPA, sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et c'était un exemple, alors c'est un groupement pluriassociatif dont les PEP 79 et 16, mais dont aussi la page est Trisomie 21. Et c'est justement un exemple du président de Trisomie 21, qui est donc président d'exercice et qui a une enfant qui est en situation de handicap et qui fait partie du conseil d'administration. Et justement, il y a un interlude où ils sont interviewés et où ils expliquent comment il a fallu une facilitatrice que peut-être vous avez formée, parce que je crois que ça a été votre rôle chez Kaléidoscope pendant quelques années pour Trisomie 21. Mais donc, il y a bien un accompagnement, une temporalité. Elle explique bien que ce n'est pas forcément tout le temps, la participation ne peut pas être active tout le temps, mais en tout cas, que l'intérêt que tout le monde y trouve, c'est qu'à un moment, quand il y a sensibilité, la personne sait qu'elle peut intervenir et les autres savent qu'il faut l'écouter. Enfin, c'est tout un apprentissage, en fait. Mais en tout cas, Carole, merci de mentionner Trisomie 21, qui est, je sais, un partenaire de longue date des PEP, parce que c'était pas un exemple fabrique, mais moi, ça me faisait écho depuis un petit moment là, sur cet axe qu'on est en train de traiter maintenant, de la participation en interne, et ce que ça vient jouer sur les modes d'organisation, de délibération et de prise de décision. Trisomie 21, à un moment donné, ils se sont rendus compte que pour un changement sur le long terme en interne, ils devaient bousculer absolument tout leur mode de fonctionnement des AG notamment. Je vais juste prendre cet exemple-là. Mais il y a maintenant dans les instances de Trisomie 21, au niveau France comme au niveau départemental, des personnes porteuses de trisomie qui sont à des fonctions élevées, président, vice-président, trésorier, etc. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas d'autre moyen que de bousculer l'ensemble des modes de gouvernance et aussi d'animation de leurs réunions pour laisser une vraie place à ces personnes-là. Donc ça veut dire, pour revenir à des choses comme disait Sarah aussi tout à l'heure, de devoir élaguer leur ordre du jour d'AG, de devoir simplifier sans être simpliste non plus, de mettre en place en effet des facilitations ici, de prendre du temps pour la décision, de prendre le temps du débat, le temps de la compréhension. Et ça a été un sacré bousculement qui est même allé très très loin, et Yann, il pourra en témoigner, pour notamment Trisomie 21 au niveau du département de la Loire, de repenser entièrement le mode de gouvernance pour aller sur un mode de gouvernance plus horizontal, gouvernance partagée. Je me permets d'insister parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai trouvé aussi en culture interne des PEP. Je parlais tout à l'heure de ce qui se passait en région de Bourgogne-Franche-Comté, mais quand les discussions avec Muriel Fourcault nous ont amené à discuter des coordonnateurs de parcours, je crois qu'elle en est à son 4e recrutement, sur des métiers transversaux, et ben les tensions, je reviens sur la logique de ce que disait Sarah tout à l'heure, n'étaient pas absentes. Il y a eu énormément de friction sur des gens qui étaient ergothérapeutes, éducateurs spécialisés ou psychologues, qui avaient l'habitude de faire leur métier avec une compétence qui était avérée, qui était historique, et qui se retrouveraient, comme on en parlait tout à l'heure avec Émilie, à devoir développer des compétences autres pour se mettre au service d'une gouvernance qui était nouvelle, qui était liée à la transversalité, donc ce mot qu'on employait, mais aussi, comme le traduit Sylvain, sur
comment est-ce que les décisions se prennent, comment est-ce que chacun dans un rôle peut faciliter une réunion pour que ce soit fluide, accessible, simple, sans être simpliste, mais aussi que ça puisse accueillir des émotions quand les émotions sont présentes, que les peurs des uns et des autres puissent être aussi intégrées dans... Et en gros, on change de logiciel. Et ces nouveaux modes de gouvernance sont aussi des changements de logiciel qu'on va retrouver à des niveaux qui sont à la fois individuels, puisque c'est des postures que tout un chacun dans l'organisation peut apprendre, aussi dans la stratégie de la collective de l'organisation, mais aussi dans l'échelle de la société, puisque c'est vraiment rendre aux usagers, aux personnes qui sont impactées en premier par ce que font les organisations, leur capacité d'être acteurs de la société. La logique d'inclusion est tout à fait présente là. Je ne sais pas si ça pouvait réagir, ça, Émilie. Oui, je voulais apporter un complément et une remarque. La remarque, c'est que l'exemple que donnait Carole par rapport à GPA, en fait, illustre très bien tout le processus dans lequel on est en train de s'engager. C'est qu'ils sont à plusieurs et ils ont été obligés de voir comment, à plusieurs, ils peuvent faire participer les uns les autres. Et ils viennent d'horizons différents, ce qui n'est pas le cas pour d'autres associations PEP, où on va dire c'est mono-association et le partenariat n'est pas tout à fait le même. Et d'ailleurs, l'illustration, c'est une jeune fille qui est en soins dans un CESAD au GPA, qui est membre du collège du Haut Conseil à la famille, à l'enfance et à l'âge. Haut Conseil qui est le seul en France à associer des jeunes de 10 à 16 ans dans le fonctionnement du collège et dont la parole est prise en compte. Donc ça illustre bien tout ce que vous venez de dire. C'est possible, mais bon, le fil du temps, il va falloir tirer peut-être un peu dessus pour qu'il soit moins long. C'est peut-être l'objet de vos futures journées métiers qui, en effet, doivent prolonger tout ça autour de cette thématique de la participation. Mais moi, je pense qu'on est obligé de constater quand même que, et ça nous a été dit aussi, que la participation en interne de l'organisation et de la structure, c'est peut-être la participation la plus compliquée à mettre en œuvre. On sait faire, ou vous savez faire au PEP, de faire participer les publics, de les impliquer, de leur donner la parole, etc. Mais dès qu'il s'agit d'aller un cran plus loin pour une participation à l'intérieur des structures, dans les modes de gouvernance et de délibération, on est sur un autre chantier qui prend beaucoup plus de temps. Et d'ailleurs, encore une fois, c'est peut-être aussi les conditions qui faisaient ça, mais il n'y a pas énormément dans les initiatives de la Fabrique, qui pourtant étaient très variées et très, très riches, de structures qui sont venues réinventer des choses en interne, en mode de gouvernance, si ce n'est du coup, comme l'évoquait Yann, du côté des PEP 45, je crois que c'est ça qui disait. Des 21. Ouais, voilà. Des PEP 21, pardon. Voilà. Mais du coup, il y a beaucoup d'initiatives qui étaient tournées vers l'extérieur, participation vers l'extérieur plutôt que vers l'interne. Ça dit déjà des choses. Je crois que Émilie voulait prendre la parole, c'est ça, non? Alors, je voulais réagir justement sur le fait de la participation interne. C'est vrai que c'est pas évident. Si je dois prendre l'exemple en entreprise privée à but lucratif, bon, bah là, la participation, on sait ce qu'elle est. La chance que l'on a quand même dans tout ce qui est associatif à but non lucratif, c'est qu'on a un peu plus la parole, je trouve, pour faire un peu la comparaison. Si je regarde ce qui se fait par exemple chez Apogée, lorsque l'on a des réunions où on doit tous se regrouper, l'ensemble du personnel justement pour échanger sur les différents projets de notre réseau, ce qui se passe souvent, c'est qu'avant cette réunion, on nous envoie à tous un espèce de petit questionnaire, voilà, sur les différents thèmes de la réunion. Et en fait, ce questionnaire, il a deux tons, je dirais. Il a un ton un peu plus sérieux, où là, voilà, on nous pose des questions sur lesquelles il faut faire des commentaires rigoureux et sérieux. Mais en même temps, dans ce questionnaire, vous avez des réponses un peu plus humoristiques, où ça permet, je pense, à chaque collaborateur de dire les choses un peu plus, comment dire, franchement, sans avoir la peur d'être jugé ou qu'on vous regarde d'une façon un peu différente.
Et je trouve ça vraiment intéressant, en fait, ce type d'approche. C'est-à-dire que vous avez un côté où il faut rester voilà, sérieux, vraiment protocolaire, et un autre côté où là, on vous donne l'opportunité d'être un peu plus léger, un peu plus humoristique. Et souvent, on s'aperçoit que dans les réponses que l'on fait sur ce questionnaire qui est un peu moins sérieux, on arrive vraiment à en tirer des choses pour pouvoir travailler dessus, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Ça fait écho à une dimension qu'on regarde dans les démarches participatives avec un espèce de triangle qui vient éclairer trois dimensions d'une personne, qui vient d'éclairer sa dimension en tant que personne, qui elle est, son histoire, ses hobbies, ses loisirs et ce qui la constitue, sa dimension en tant qu'acteur, acteur salarié, acteur administrateur, acteur vice-président, etc., et sa dimension citoyenne. Et en fait, on vient souvent chercher dans nos démarches projets les personnes sous leur dimension citoyen et acteur, et très peu sur le côté personnel. Et c'est là en fait que le lien de confiance se fait aussi, et c'est là où on va trouver les atomes crochus qui vont aussi permettre de durer dans ce que vous mentionnez tout à l'heure, le temps parfois long pour faire bouger, le temps de créer la relation, etc. Et c'est quelque chose qu'on a pointé dans nos formations et qui est beaucoup ressorti en questionnement et avec une envie de travail dans le réseau des PEP, c'est quelle place on laisse aux émotions et à l'expression des émotions dans la façon qu'on a de conduire des démarches participatives, et plutôt en se disant que le temps de la participation, c'est le moment où on fait un temps d'arrêt pour aller comprendre ce qui a provoqué cette émotion-là, pour aller comprendre le problème vécu par la personne, pour aller comprendre la situation insatisfaisante, ou pour aller voir les marges de manœuvre qu'on peut avoir sur cette envie, ce rêve. Mais on part bien d'un point de départ qui est plus sensible, qui vient peut-être avec des démarches décalées, comme là vous dites le questionnaire avec l'humour. Nous, on a utilisé durant nos différents ateliers des animaux totems, des boussoles, voilà, mais qui nous permettent de parler d'un autre endroit avec un jeu qui est plus proche de soi que le jeu professionnel ou le jeu du citoyen. Ce qui est intéressant dans ce que tu amènes, et peut-être ça nous permet de bifurquer sur le deuxième angle de la réflexion qu'on voulait mener avec vous cet après-midi, qui était sur les outils, sur le lien entre les enjeux de fond et les enjeux de forme. Là, tu parlais, Sarah, de travailler à partir d'un photolangage animaux totem ou arbre totem ou peu importe. Et on souhaitait aussi questionner cette capacité qu'a pu avoir la fabrique à être interpellée sur les métiers, et aussi sur les outils, sur la manière dont les formes de ce qui a été mis en pratique viennent questionner cette dynamique et logique participative, quel que soit le moment. Est-ce que là-dessus, vous avez des éléments ? Je ne suis pas sûre, Yann, de réagir exactement à ce à quoi tu pensais. En fait, moi, le lien entre la discussion d'avant, enfin, tout ce qu'expliquait Sarah et ta question, c'était vraiment pour moi les conditions de la participation qui sont beaucoup revenues en formation. Et dans les conditions, il y a plein de choses. Il y a les outils, il y a la temporalité, enfin, voilà, c'est plus vaste. Et en fait, moi, ce que je retiens de la fabrique là-dessus, si on parle d'outils, c'est à quel point le numérique a bouleversé sur plein de choses. Je repense à une fabrique particulière où subitement les personnes ont pu toucher des publics qu'elles ne touchaient pas avant, alors que les publics traditionnels ne venaient plus parce que le numérique ne leur convenait pas. D'autres où le numérique a permis de maintenir un lien, où ça a été une surprise pour tout le monde, et où maintenant il y a demande de réorganiser totalement l'offre. Et je pense notamment à un espace famille au PEP 01, où maintenant on leur demande de l'hybride constamment. Et puis, je pensais à un troisième numérique où je ne me souviens plus de l'association qui exprimait qu'en fait ça a été fabuleux pendant la période Covid, donc un vrai bouleversement, et subitement nouveau bouleversement, ras-le-bol du numérique et plus de public. Comment récupérer un public alors qu'on ne fait pas encore de présentiel? Voilà, c'était ces trois souvenirs de la fabrique. Moi, pour aller sur cette question des métiers, je veux bien me faire le témoin de ce que j'ai vu et vécu du côté des PEP 42, qui étaient aussi dans la fabrique, qui malheureusement n'ont pas réussi à faire remonter un film, tout simplement parce que c'est moi qui devais animer le débat et que j'ai eu le Covid, peu importe. Mais on a fait quand même une répétition générale de ce débat-là,
Les PEP 42, c'est tout le dispositif témoin de parcours où il s'agit au sein d'un institut de remettre la personne, l'usager, donc il y a des personnes en situation de handicap, là c'est des personnes autistes, autour d'une table avec l'ensemble des professionnels et de la famille qui agissent autour de cette personne-là, et de partir de son besoin et de le faire exprimer ce que son vécu, son besoin, de façon à ce que l'ensemble des professionnels, allant du chauffeur de bus en passant par l'éduc, par la famille, puissent se réorganiser pour satisfaire ce besoin-là. Ça, c'est témoin de parcours. Et quand on a fait ce débat-là, avec du coup, il y avait une maman, il y avait des professionnels, des éducs, des professionnels de santé, des professionnels en termes de social. Quand on leur a demandé un peu ce que c'était venu bousculer, ce dispositif-là, sur la question des métiers, il nous a été très clairement dit qu'au tout début, ça a été perçu comme une menace, ce dispositif-là. C'est-à-dire que les professionnels qui ont une pratique professionnelle, qui ont des compétences, qui font ça depuis des années, le fait de se mettre un peu à nu et d'accepter d'entendre des choses de la part de la personne à qui s'adressaient leurs compétences professionnelles, fait qu'elles se sont senties un peu menacées en disant ça veut dire que ça nous remet en question, ça veut dire qu'il y a une espèce de perte de contrôle que je dois accepter en tant que professionnel, où je vais m'entendre dire que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était pas tant du si bon boulot que ça, quoi. Et du coup, ces personnes-là, ces professionnels témoignaient de cette peur au départ et qui après s'est traduite, et là on retombe sur des logiques apprenantes, c'est une peur qui s'est calmée derrière en se rendant compte que justement ensemble avec les autres professionnels, on pouvait se réajuster et que les compétences professionnelles qu'ils avaient n'étaient pas du tout remises en question, mais par contre les manières de faire devaient se repenser avec les autres pour réellement satisfaire ce besoin de la personne qui venait exprimer comment elle vivait son accompagnement. Donc il y avait bien cette remise en question quand même d'une posture métier qui était très très forte là au début et qui était du coup vraiment, c'était vraiment l'impact d'une participation complètement ouverte et d'une expression qui était libérée pour l'usager qui était concerné. Ce qui m'intéresserait aussi, alors je ne sais pas si on peut maintenant, mais c'est de savoir un peu quelle était la part qui concernait le handicap, la part qui concernait la jeunesse, parce que dans les exemples que je viens d'entendre là, il y a 3-4 fois où on est dans le champ du handicap. Et je n'ai pas entendu parler d'enfants de 10 ans, enfin, juste pour... est-ce qu'on a une idée un peu de comment ça s'est réparti cette histoire? Ouais, dans les PEP que j'ai eu la chance d'avoir en entretien, c'était beaucoup des projets autour d'enfance et jeunesse, donc avec des conseils citoyens de jeunes décrocheurs dans des collèges, une démarche super intéressante avec des jeunes en service civique qui font eux-mêmes un diagnostic de territoire pour savoir quels sont les besoins des jeunes. En se disant, en fait, si on le fait par des jeunes et pour des jeunes, on sera peut-être plus proche à la fois des besoins et des formes de réponse possibles. Et ça, vraiment, ça posait des questions à l'animateur en me disant, moi, c'est quoi ma juste place dans ces démarches-là? À quel point c'est moi qui impulse? Quand est-ce que je me freine? Et d'avoir, il disait, j'essaye d'avoir un temps de retrait tout le temps pour avoir du regard sur ce que je suis en train de permettre, sur quelle porte je suis en train d'ouvrir et me demander, est-ce que je peux les accompagner jusque-là, moi aussi? Je trouvais ça intéressant, le recul qu'il prenait. Et après, un autre exemple sur les PEP 11, de plusieurs projets qui a été menés par des jeunes et un qui a été arrêté cette année à cause du Covid, qui était parti d'un constat que les jeunes n'aimaient pas ce qu'ils mangeaient à la MEX, que c'était pas bon. Et donc, pour aller construire les repas, aller visiter le restaurant de livraison, aller discuter avec les cuisiniers du restaurant entre ce que eux ils aimaient en tant que goût et aussi ce que c'était un repas équilibré, un repas sain pour pouvoir construire les menus de la semaine. Donc il y en a eu plusieurs sur la jeunesse avec différentes dimensions, soit vraiment une dimension de l'établissement, voire une dimension de territoire dans le cadre du diagnostic, mais il y a aussi eu ces échos-là. Et à chaque fois, ça vient aussi bousculer les pratiques des professionnels.
Alors, j'ajouterai, Sarah, à ça, la formation qu'on a faite avec les PEP 40. Les PEP 40 ont un agrément pour accueillir des services civiques. Et donc, ils en reçoivent à peu près 25 par an. Et la formation civique et citoyenne n'était pas forcément, qui est une obligation avec l'agence du service civique, n'était pas forcément bien vécue. Et on a tenté de faire ensemble une formation participative qui se passe du coup tout au long de leur service civique et où on finit par une dernière journée où ils co-construisent le programme avec un certain nombre de choix. Je crois que c'était une de vos idées d'ailleurs quand vous avez eu les PEP 40 au téléphone. Et donc on est en train de la mettre en œuvre et les jeunes ont vraiment apprécié. Et là ils travaillent avec les tuteurs et c'est les métiers de tuteur en fait. C'est le rôle du tuteur au fur et à mesure qui est un peu bouleversé. Donc on verra, la dernière journée est maintenant prévue le 7 mai à Biscarrosse, on verra ce que ça donnera. Et il n'y a pas que les jeunes, on a aussi les PEP 57 dans l'espace de vie sociale qui, vis-à-vis des familles du territoire, se posent beaucoup de questions sur la juste place, sur la juste réponse aussi. Elle donne des exemples sur des femmes qui ont demandé à pouvoir passer le permis de conduire et de quelle forme, voilà, qu'est-ce qu'elles allaient leur proposer. Elles témoignent de toute la réflexion autour de ça et où elles ont pris finalement quelque chose d'un peu complexe qui était, pour ces femmes en tout cas, qui était d'avoir à la fois une approche du numérique et à la fois de faire passer le permis de conduire par le numérique, mais qui demandait beaucoup plus d'investissement et une vraie autonomie. Et elles ont travaillé l'autonomie à travers le projet permis de conduire. Mais en effet, ça fait vraiment bouger les postures professionnelles et la question du à quoi je sers, quelle est ma juste place qu'évoquait Sarah. Bon, en effet, je me souviens là, avec les PEP 40, un des premiers entretiens que j'avais fait où ils se posaient la question de qu'est-ce qu'on va faire dans le cadre de cette fabrique et où l'idée est arrivée de dire bah oui, construire ces formations de manière participative. J'ai vraiment senti que c'était un sacré bousculement quand même dans la pratique derrière, de se dire est-ce que je suis capable de me retenir, en effet de me mettre à distance à un moment donné pour faire que ça se construise, pour que moi je vienne faire mes compétences professionnelles premières de formateur, d'animateur, d'éduc. Voilà, c'est un sacré bousculement dans une posture pro, quoi, d'accepter ça, d'être dans la retenue et de ne pas tout de suite mettre en avant ses compétences pour laisser la participation s'exercer. Je crois qu'il nous reste la minute de la fin. Ouais, il nous reste une petite minute, malheureusement, seulement pour conclure. On a mis un peu de temps techniquement au démarrage, mais peut-être Yann, pour cette dernière minute, on te laisse la parole. On aurait pu continuer à développer énormément de choses, des initiatives qui sont toutes passionnantes. Moi, ce que je trouve chouette et que je vois apparaître au fur et à mesure, j'allais parler de ce qui se passait en médiation animale. J'avais aussi discuté de ça tout à l'heure, Sophie Dio et Sandrine Cotas, qui développent des choses passionnantes, qui font du lien intergénérationnel. Pour moi, c'est un des éléments qu'on peut retirer avec cet esprit que ce que induit la fabrique et ce que développe aujourd'hui le réseau des PEP, c'est cette capacité à être en soi une organisation apprenante. Et pour moi, être une organisation apprenante, c'est les travaux par exemple de Peter Senge qui l'attestent, c'est pouvoir se situer aux différents niveaux qui sont l'individu qui grandit, la communauté qui s'enrichit en continu, une vision partagée qui porte des prospectives et qui permet de lutter contre l'incertitude, mais aussi d'agir et d'impacter la société. Et là, la puissance de frappe d'une organisation comme les PEP est vraiment importante pour ça, pour aller défendre là où les fractures sont en train de s'élargir. Carole parlait du numérique, ça fait aussi écho à ce qui se passe à Dijon avec le centre multimédia. Il y a de plus en plus de fractures et la puissance de frappe qui doit être la vôtre doit s'amplifier de toutes ces dynamiques pour que le système qui est au cœur de cette organisation apprenante se renforce en continu dans sa gouvernance, dans ses outils et métiers, dans sa capacité à faire des partenariats. On en est vraiment là maintenant et nous, on a pu percevoir toutes les forces et énergies qui contribuent à faire de ce réseau et de cette fédération un réseau avec une vraie puissance apprenante. Et là, on touche à la question de la culture commune, quoi. Culture commune, la participation au sein des réseaux PEP, qui est probablement votre prochain chantier, en tout cas de notre regard externe. Merci beaucoup Sylvain, merci Yann, merci Sarah, merci Fernand, merci Émilie. Donc voilà, je vous donne rendez-vous maintenant à 15h30 pour une nouvelle table ronde qui sera donc sur l'habitat inclusif. Avant cela, on va laisser place à une vidéo d'une quinzaine de minutes pour mieux comprendre justement ce sujet de l'habitat inclusif. Voilà, donc une petite vidéo d'1 quart d'heure et on se retrouve pour une nouvelle table ronde. Merci à tous.